Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 20 juillet et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet et de vous parler de la dernière lecture que j'ai entamée et terminée. Il s'agit donc de Meurtre et tarte au citron vert de Johann Flück aux éditions du Cherche Midi. C'est donc les enquêtes d'Anna Swensen. C'est un cozy mystery qui se passe aux États-Unis dans les années... J'arrive pas trop à situer les années. C'est pas aujourd'hui que ça se passe parce que vous voyez, elle vient seulement d'avoir son premier téléphone portable, internet quand on est cassé de balbutiements, enfin... j'arrive pas trop à cerner la date exacte. Je pense qu'on doit être fin des années 90, début des années 2000, un truc comme ça. Et c'est déjà le tome 8. Alors, on va dire que ce tome-là, c'est peut-être celui qui m'a le moins embarqué depuis le début. Pourtant, je passe un bon moment. Ça reste un très bon cozy mystery. Ça reste vraiment mon cozy mystery chouchou. Anna Swensen reste mon enquêtrice favorite. Cette pâtissière qui tient le cookie jar, pardon, à Lake Eden reste vraiment celle que je préfère. Je me sens bien en fait dans ce cozy mystery à chaque fois parce que j'adore les personnages. J'adore cette femme qui tient cette pâtisserie avec son ami associé et qui à chaque fois, pas de bol Anatole, tombe sur un cadavre. Et vraiment, c'est très redondant en fait, puisqu'à chaque tome, Anna Swensen tombe sur un cadavre, mais c'est ça un cozy mystery, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce que j'attends de ce cozy mystery. Et là, une fois de plus, elle tombe sur un cadavre. Et dans ce tome-là, Anna Swensen, elle va faire partie d'un jury et goûter plein de pâtisseries. Et en même temps, se tient une espèce de foire, etc. Donc voilà, on est dans cette ambiance-là, cette atmosphère-là. L'atmosphère concours, l'atmosphère foire, où il y a des vendeurs ambulants, où il y a des taureaux mécaniques. Enfin, il y a tout un tas de petites choses dans ce tome-là et je passe un bon moment. L'enquête en elle-même, je la trouve très réussie, comme tous les cosy, mais je sais pas pourquoi. Celui-ci m'a un petit peu moins embarqué que les autres, peut-être parce que je commence vraiment à en avoir marre de ce triangle amoureux et que j'aimerais bien qu'Anna se décide. Il y a des travaux, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo, je m'excuse d'avance si c'est le cas. Enfin voilà, un bon 8e tome, j'aimerais juste qu'Anna passe la seconde. Là dans celui-ci, elle embrasse pleinement ses deux prétendants sans vergogne, donc au bout d'un moment Anna va falloir trancher. Le prochain tome de ce cozy mystery sortira en octobre, toujours au Cherche Midi. Il s'agit donc de Meurtre et Carrot Cake et en dessous c'est marqué Anna Swensen au cœur d'une réunion de famille mortelle à Lake Eden. J'ai trop hâte de retrouver Anna au mois d'octobre en espérant que cette fois-ci elle passe la seconde. En tout cas, une fois de plus, si vous aimez les cozy mysteries, celui-ci ne pourra que vous plaire. Alors c'est pas une influence tea time et English puisque ça se passe aux États-Unis et qu'Anna est plutôt une grande consommatrice de café, notamment dans ce tome-là. Mais les enquêtes, les personnages, je les trouve tous plus attachants les uns que les autres. Enfin bon, à chaque fois je passe un très bon moment. Niveau lecture, ce soir je vais attaquer ceci. J'ai fait un petit découpage pour me repérer, pour essayer de pas trop traîner. En général, les franctiliers, j'aime bien les lire assez vite parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et que si je les lis sur une semaine, mon petit cerveau a oublié les informations au fur et à mesure. Donc voilà, je vais essayer de le lire en 4 fois. J'en suis pas sûre que je vais y arriver. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, il n'y a pas de malaise. Donc voilà, on verra bien. Sachant que j'ai un week-end très chargé, donc je lirai assez peu ce week-end. À suivre donc, je vais attaquer Gattaca, c'est la suite du syndrome E, c'est le tome 6, entre guillemets, c'est le tome 2 de Annabelle Charcot, mais c'est le tome 6 où on suit Annabelle ou Charcot, ou Annabelle et Charcot. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. La semaine dernière, je me suis fait un tirage d'oracle et je vous l'ai pas fait en vidéo, j'avais envie de le faire pour moi toute seule, etc. Mais je vais vous parler de l'oracle, je vais vous parler de cet oracle parce que je l'ai trouvé hyper bien fait et je vous reprendrai demain pour ça. Et en même temps, demain, j'aimerais également découvrir un autre oracle que j'ai reçu parce que c'est vrai que j'en ai reçu quelques-uns dernièrement et que j'ai pas pris le temps de les étudier. Donc voilà, demain, je vous parlerai de 2 oracles. Les 2 me viennent des éditions Animae ou le Duquesneau, anciennement. Mais pour tout ça, je vous reprendrai demain. Je vous reprends, on est vendredi et comme promis, je vous reprends pour vous parler oracle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit peu plus en détail. Ça sera pas très long pour ceux qui n'aiment pas les oracles. Tout ça, je vous mets la fin du timing ici, jusqu'où vous pouvez avancer la vidéo si la partie oracle ne vous intéresse pas.
Mais je vais vous en présenter deux. Je vais vous présenter l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert et Julia Jarry. Ça, c'est un oracle que je vous ai déjà présenté sur Instagram cette semaine. Et je vais également vous présenter les secrets de ton avenir de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. Cet oracle-là coûte 24,95 €, l'autre 24,90 €. Donc voilà, on est sur un prix classique pour un oracle. Le premier oracle, je vous l'ai présenté sur Instagram, comme je vous dis, la semaine dernière. Il s'agit donc de l'oracle des mémoires familiales. C'est un jeu composé de 42 cartes avec un petit liseré doré. Et dans ces 42 cartes, on va avoir 3 types de cartes différentes, les lunes vertes, les lunes bleues et les lunes roses. Ce qui va nous intéresser en premier, ce sont les lunes roses. Et donc en fait, ça correspond à une blessure. La blessure que nous aurait transmis un de nos ancêtres. En fait, je suis persuadée qu'une fois qu'on a vécu un drame ou quelque chose de très compliqué, c'est inscrit dans notre ADN, c'est inscrit dans nos gènes et je suis persuadée que, eh bien, on les transmet par la suite à nos enfants et que ça se répète en fait à nos enfants. Je tiens peut-être des douleurs ou des blessures de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Ça, j'en suis convaincue. Ça, pour moi, c'est pas de la voyance, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas du mystique, c'est une réalité. Je suis persuadée que génétiquement, on se transmet nos douleurs. Bref, là où on va avoir une dimension un peu plus ésotérique, c'est que par rapport à l'intuition, et là, je suis pas non plus à fond ésotérique, je vais peut-être pouvoir comprendre et trouver quelle est la blessure qui me correspond. J'ai déjà fait un tirage, c'est très personnel. Le tirage que j'ai fait pour moi, c'est très personnel en tout cas, donc je n'ai pas envie d'en parler évidemment. Mais voilà, ce que vous pouvez trouver dans ces cartes-là. Donc au niveau des blessures, on en a 22. Donc il y a par exemple l'enfermement, la loyauté, la colère, l'abandon, la trahison, le refus d'incarnation, la féminité, secret de famille, violence, etc. Ça, c'est des blessures dont on peut avoir conscience ou non. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas conscience d'un drame qu'a vécu mon arrière-grand-mère et qu'elle a pu me transmettre génétiquement par ma grand-mère, par ma mère, etc. Et pourtant, il y a eu déjà des preuves scientifiques qui ont prouvé cette transmission de mémoire familiale avec, par exemple, des personnes qui faisaient des rêves très étranges, très précis, sur une situation très précise. Et une fois que ça a commencé à en parler en famille, etc., il s'est avéré que c'était une situation qui avait été vécue par un membre de la famille. Alors après, on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Donc voilà, vous pouvez d'abord piocher une carte au propos de votre blessure. Donc, je sais pas, on va faire un tirage au hasard. Admettons que votre blessure, dont vous avez conscience ou non, est la trahison. Ensuite, on va piocher une carte dans les lunes bleues. Là, elles sont au nombre de 11. Et les lunes bleues, ça représente le membre de la famille qui aurait transmis cette blessure. Donc, je ne sais pas, ils y sont tous. Nos ancêtres, évidemment. Ça peut pas être mon frère qui m'a transmis une blessure. Par exemple, on a la mère. C'est celle que je tire pour la trahison. Mais voilà, on a les arrière-grands-parents, maternelle, la grand-mère, le grand-père, l'inconnu. Moi-même, qui souffre d'une blessure, arrière-grands-parents, etc. Donc voilà. Et pour terminer, on a les cartes vertes qui sont également au nombre de 11 et qui, elles, représentent la manière dont tu peux te libérer, qui peut t'aider à te libérer de cette blessure, ou à travailler sur ce truc que tu as en toi, qu'on t'a transmis génétiquement. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très négatif, hein. Enfin, ça peut être quelque chose de plutôt positif, mais dont on n'a pas conscience, etc. Donc là, je vais en tirer une et je vais vous montrer les autres après. Ça y est, j'ai un moment d'égarement. Et je vais tirer la gratitude. Pratiquer la gratitude pour se libérer d'une trahison que m'aurait génétiquement, de la blessure de trahison que ma mère m'aurait transmise génétiquement. Voilà le style de tirage que vous pouvez effectuer avec ce jeu de cet oracle-là. Je le trouve hyper bien fait, hyper intuitif, assez simple. Alors parfois, il y a peut-être un tirage que vous allez faire et qui voudra rien dire du tout. Peut-être soit parce que cette blessure, vous n'en avez pas conscience et que
on n'en a jamais parlé et que vous ne pouvez pas être au courant, soit parce que le tirage est faux, ça peut arriver, parce que ce jour-là, votre intuition est mauvaise, parce que ce jour-là, c'était pas le jour où il fallait faire votre tirage d'oracle, etc. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous faites des tirages d'oracle, c'est d'être plutôt serein et plutôt dans un bon mood. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Au niveau des façons dont on peut se libérer, il y a la libération karmique. Ça, c'est par exemple quelque chose que je pratique absolument pas. Le pardon, c'est plus simple. Ou pas. En bon Capricorne que je suis, le pardon, c'est pas simple. Le pouvoir de l'écriture, couper les liens. Le joker. Lecture d'âme. L'enfant intérieur. L'aide supérieure. Récupérer son énergie. Ou la renaissance. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour cet oracle-là que je trouve vraiment bien fichu. Je trouve les cartes très jolies. Et ouais, je trouve son utilisation simple. Parce que des fois, les oracles, c'est ça. Des fois, il y a des oracles qui ne nous correspondent pas. Parce que ça ne veut rien dire pour nous. Je trouve accessible à tous, en tout cas. Et je le trouve bien fait. Donc ça, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et que j'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai utilisé 3 fois, et 3 fois, c'est la même blessure qui est ressortie avec le même membre de ma famille. Donc, je crois que j'étais bon au niveau de mon tirage. Ensuite, les secrets de ton avenir. Là, c'est plus un oracle pour lire ton futur. Alors là, c'est un oracle composé de 56 cartes avec un très joli liseré violet. Je le trouve trop canon, celui-là. Le dos est comme ceci, et les cartes, ce sont des messages pour une lecture plus simple. Dans cet oracle-là, vous pouvez faire plusieurs lectures différentes. Vous pouvez faire une lecture à 1 carte, une lecture à 3 cartes, une lecture à 9 cartes et une lecture à 12 cartes, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Voilà, la méthode de l'instant, un tirage avec une carte unique, un tirage à 3 cartes, un tirage à 9 cartes, où là, on va tirer 3 cartes qui représentent le passé, 3 cartes qui représentent le présent et 3 cartes qui représentent le futur. Et là, c'est vraiment le gros tirage. On va par exemple en faire un ensemble. La méthode de Yoni. Avec cette méthode, vous allez pouvoir avoir une réponse simple, positive ou négative à votre question. Donc, je pense très très fort à ma question. Pareil, quand vous faites un tirage, vous tirez toujours avec la main gauche. Carte 1. Carte 2. Carte 3. Par rapport à ce que j'ai tiré. Donc la première carte que je tire représente l'aspect positif de la question. Élévation majeure de tes responsabilités. La deuxième carte représente l'aspect négatif de la question, les blocages. Un investissement important est à prévoir. Et la carte numéro 3 représente la réponse à la question, le résultat final. Une grande réussite t'attend. Eh ben, il me parle à 100% ce tirage. J'espère que l'oracle a raison. Ça répond tellement précisément. C'est très très précis. C'est perturbant en fait que ce soit si précis. Donc voilà, les cartes que j'ai tirées. Voilà le style de tirage que vous pouvez faire avec cet oracle au très joli liseré violet. Et voilà, je le trouve très très chouette, plein de cartes. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. La visite de certaines personnes est à prévoir. Il y a vraiment beaucoup de cartes, beaucoup de choses, beaucoup de réponses, beaucoup de messages. Et sur les 56 cartes, j'ai tiré 3 cartes qui correspondent tellement. Enfin, je trouve ça très bluffant, les oracles. Je crois pas à tout. Je suis pas quelqu'un de 100% perché. Je fais pas des danses au clair de lune. Je ne critique pas les gens qui le font. Mais voilà, c'est pas le genre de choses que je pratique. Je fais pas de danse extatique. Je fais pas de choses comme ça. Parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise. Peut-être que ça me ferait du bien. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. J'en sais rien. Mais par contre, je crois très très fort au pouvoir des cartes depuis toujours. Parce que je crois très très fort au pouvoir de l'intuition. Et une fois de plus, je viens d'être bluffée par ce tirage et cette question que j'ai en tête. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Une personne te surveille. Enfin voilà, voilà pour cet oracle-là. Les deux, je les trouve très très chouettes. Totalement différents, puisqu'il y en a un, c'est plutôt pour répondre à des questions sur ton avenir et l'autre, c'est plutôt pour
pour essayer de guérir quelque chose qui bouillonnerait en toi et dont tu n'aurais pas conscience. Voilà, j'espère que cette petite présentation d'oracle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pratiquez les oracles, si vous avez envie de plus pratiquer. À la base, je suis quelqu'un qui est plutôt grande utilisatrice du tarot de Marseille, mais plus le temps passe et plus c'est vrai que j'aime me servir des oracles parce que souvent je suis bluffée par le tirage, parce que l'oracle me correspond. Je tiens encore à le préciser. J'ai fait des tirages avec des oracles parce que là j'ai eu la chance de recevoir quand même pas mal d'oracles avec les éditions Le Duc. Et il y a des oracles qui ne me parlent pas du tout. Et c'est parce que c'est pas l'oracle qui me correspond, tout simplement. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là pour le moment et je vous reprends plus tard. Ce jour-là, j'ai également pris le temps de compléter mon petit carnet que j'ai pour les films et les séries que je regarde. Et là, il fallait que je fasse une page pour Outlander, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à regarder il y a quelques années, et puis que j'ai laissé de côté. Du coup, là, j'ai décidé de reprendre à zéro. Et voilà, je note petit à petit les épisodes que j'ai vus. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit too. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends avec mon pull parce que j'ai froid ce matin. C'est un truc de ouf. Alors, je vais vous faire le petit update des lectures que j'ai terminées depuis la dernière fois que je vous ai pris. Alors d'abord, à l'audio, j'écoutais Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan. C'est donc un tome 2, la suite de... je sais jamais le titre du premier, truc de ouf. La petite boulangerie du bout du monde, tout simplement. Je risque un petit peu de spoiler le tome 1, donc si jamais vous avez envie de lire le tome 1, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Alors dans ce roman-là, on va retrouver Polly qu'on avait rencontré donc dans le tome 1, qui débarquait sur l'île de Mont Paul Byrne suite à un échec sentimental, qui essayait un petit peu de se reconstruire, qui s'est retrouvé à habiter au-dessus d'une boulangerie qui était plus ou moins laissée à l'abandon et qui s'est décidée à faire du pain. Bref, elle se reconstruit sur cette île, elle devient la boulangère de l'île. Il se passe tout un tas de choses pendant, évidemment, ce tome 1. Et à la fin, elle termine avec Ekel, l'apiculteur de l'île. Enfin bref, tout finit bien, happy end, etc. Bref, je retrouve Polly ici. Tout semble aller bien. Ils viennent d'aménager dans le phare de Mont Paul Byrne, sauf que, bah évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu dans ce feel good. Et que la propriétaire de cette petite boulangerie va décéder et que c'est son neveu, je crois. Oh, j'ai un doute, tiens, sur le lien familial. Qui devient le nouveau propriétaire, qui va gérer cette boulangerie et qui va mettre des bâtons dans les roues à Polly. Tout ne va vraiment pas se passer comme prévu. Elle va même finir par devoir quitter la boulangerie et essayer de faire autre chose. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On va également trouver un nouveau personnage dans ce roman-là qu'on a croisé dans le tome 1. Dans le tome 1, au bout d'un moment, elle a une petite aventure avec quelqu'un, sauf que ce quelqu'un était marié, mais à ce moment-là, elle ne le savait pas. Que dans le tome 1, il décède. Et dans le tome 2, cette femme arrive. Mais cette femme n'est pas au courant que Polly a une aventure avec son mari décédé. Enfin voilà. Il se passe tout un tas de choses. C'est un bon petit feel good comme je les aime. C'est sans prise de tête, sans prétention. Je passe un bon moment. Polly, il y a tout un tas de petits détails qui gravitent autour de cette personne. Il y a sa boulangerie. Il y a Nell, son petit macareux qu'elle a réussi à domestiquer. Puis il y a tous ces gens du village. Enfin bref, c'est une vraie petite île dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je passe un bon moment. C'est un livre que j'adore. Ah, j'ai mes cookies, ils sont cuits, j'arrive. Pardon, ils ne sont pas assez cuits. Je disais donc, voilà, je pense à un moment... savoureux presque, j'ai envie de dire, avec cette femme qui fait du pain, qui va essayer tant bien que mal de se retourner, avec cette histoire d'amour que là elle vit pleinement avec Ekel, qu'on voit naître en fait dans le tome 1, et ici et ben ça va pas être de tout repos non plus cette relation. Enfin voilà, un vrai feel good comme il se respecte, avec des hauts, des bas, etc. Enfin voilà, c'est vraiment le style de roman léger que j'adore lire l'été, et celui-ci fait vraiment bien le job. Jenny Colgan, elle est très douée dans ce rôle-là. Ce week-end, j'ai également lu un graphique et j'ai lu Un peu trop tôt de La Grande Lison, qui est un graphique qui est paru aux éditions Le Duc. Et ici, on va suivre donc la vie d'un couple déjà parent d'un petit garçon et qui va devoir faire face à la prématurité de leur deuxième petite fille.
Voilà, c'est cette grossesse où tout d'un coup, bah, tu perds le contrôle, tu te retrouves à l'hôpital à devoir faire attention et malgré que tu fais attention, et bien ta petite fille vient quand même au monde et tu es désemparée parce que le début ne se fait pas comme il devrait se faire dans la nature. Voilà, que cette maman, elle est complètement perturbée, elle est perturbée par la réaction de son conjoint, elle est perturbée par le fait qu'elle n'a pas sa fille près d'elle, elle doit faire le deuil d'un allaitement, enfin voilà, c'est tout ça que ça raconte un peu trop tôt. Je l'ai trouvée très très touchante cette bande dessinée, j'aime beaucoup les dessins, je les trouve très beaux, très doux, je trouve qu'ils collent parfaitement avec ce que nous raconte l'histoire. Et il y a des planches qui sont absolument sublimes, je crois que de nouveau mes cookies sont cuits. Oui, j'ai entendu Nono. C'est quoi, c'est l'heure de goûter? C'est pas l'heure de goûter. Voilà, par exemple cette planche que je trouve absolument incroyable. Et ouais, j'ai passé un chouette moment avec cette BD et ces dessins tout doux. Et pour terminer, j'ai attaqué Gattaca de Franck Tillier que j'ai finalement complètement dévoré. J'ai lu plus de la moitié en fait entre hier après-midi et ce matin très tôt puisque j'ai été réveillée ce matin très tôt. Et alors ce tome est une pépite. Je vais être obligée aussi de spoiler un petit peu Syndrome E si malencontreusement, sinon je peux rien vous dire en fait. C'était le vlog des suites et des sagas, donc je suis obligée de vous parler des tomes précédents, sinon bah je vous dis juste que c'était bien. Pour le coup, c'est une vraie pépite celui-ci, il faut vraiment aller jusqu'au Gattaca. Il se passe tellement de choses qu'à la fin on sait même plus par où l'enquête a commencé, tellement il se passe de choses. Je vais essayer de vous la faire courte. À la fin de Syndrome E, le premier tome où on a Charcot Belle, il se passe un drame absolument effroyable dans la vie d'Belle. Ça nous laisse un peu en cliffhanger en fait, la fin de Syndrome E, où tu te dis ah non, pourquoi il se passe ça? Et t'es là, t'attends, tu attends de lire Gattaca. Donc voilà, j'attaque Gattaca et je reprends à cet événement très douloureux que vit Lucienne Bell. Elle vit un drame absolument effroyable qui va la traumatiser. Et elle décide en fait de lâcher Charcot. Et voilà, elle le dégage de sa vie, elle veut plus de Charcot. Elle veut faire face à ce drame qui lui arrive toute seule. Et puis voilà, on assiste à cette Lucienne Bell au début du tome extrêmement touchante. Et voilà, on a cette Lucienne Bell qui arrête son métier, etc. Bref. Et puis à côté de ça, on retrouve quand même Charcot. Charcot qui lui se fait rétrograder à son bon vouloir, qui retourne sur des enquêtes un peu plus légères que ce que notre ex-commissaire avait l'habitude de faire. Et là, il se retrouve appelé sur une enquête où une jeune chercheuse est retrouvée morte, tuée par une guenon. Sauf qu'évidemment, on va très vite creuser et on va très vite comprendre que ce n'est pas la guenon qui a tué cette jeune femme et que cette jeune femme, elle était en train de faire des recherches et qu'elle creusait un peu partout. Elle creusait un peu partout et elle commençait à découvrir des choses qui tournent pas rond, au niveau de l'ADN, de la mémoire génétique, de ces choses qu'on pourrait... Qu'est-ce que c'est difficile de vous en parler sans spoiler quoi que ce soit. Parce qu'en même temps, je peux rien dire, parce que le moindre truc que je vais dire, je vais commencer à spoiler en fait. Et par un concours de circonstances, ça va rejoindre le drame que vit Belle. Et du coup, les deux personnages vont se remettre à enquêter ensemble. Charcot, dans toute légalité, et Belle, qui elle va être couverte par Charcot et enquêter à son tour. Il lui laisse enquêter, il la laisse enquêter et... c'est très flou, très brouillon, c'est très difficile de vous parler de Gattaca. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un twist tellement incroyable que j'ai tellement pas vu arriver, où je suis restée sans voix. Je l'ai lu en lecture commune avec Mel, Lee et Patis et je lui envoie un message en disant oh là là, le chapitre numéro tant, j'étais pas prête, et elle m'envoie qu'elle non plus. Enfin, il est incroyable ce tome, vraiment, c'est mon meilleur de Tillier pour le moment. Il y a un travail de recherche absolument incroyable sur la génétique, sur l'ADN, sur la mémoire génétique. Enfin, il m'a bluffé. Souvent les tomes, les thrillers scientifiques comme ça, je vais vite pouvoir décrocher parce que j'analyse pas tout, je comprends pas tout. Faut pas que ce soit trop compliqué pour mon petit cerveau de blonde, les thrillers scientifiques. Et là, je crois qu'il est complexe, mais je crois qu'il le fait tellement bien, Tillier, qu'il arrive tellement bien à nous amener chaque petit détail en douceur, mais que tu arrives à l'imprimer, que tu avances et tu comprends. Et pourtant, il est extrêmement complexe.
mais je l'ai trouvé extrêmement bien foutu. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai trop peur de spoiler quoi que ce soit. C'est très compliqué de parler et d'une suite et d'un thriller aussi complexe sans spoiler le moindre détail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je vous reprendrai la semaine prochaine pour un vlog qui serait un peu plus rock'n'roll puisque je pense que vous l'entendez, mais cette semaine j'ai les enfants avec moi donc ça sera moins paisible que d'habitude. En attendant, je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi je vous reprends très vite, je vous fais des bisous, à bientôt, bye.